Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire « Mettre en place un réseau social d'entreprise » en compagnie de nos experts du jour, James Spot, Charlotte et Alain. Bonjour Alain et Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais me permettre de vous présenter la plateforme dans un premier temps. Donc, sur la droite de votre écran, le chat où JC et Clara nous disaient déjà bonjour. Ensuite, vous avez l'onglet questions qu'il faudra utiliser uniquement pour poser vos questions auxquelles on répondra à la fin du webinaire. Donc, Alain et Charlotte y répondront non pas au fur et à mesure de leur intervention, à la fin du webinaire pour pouvoir avoir un suivi. Et ensuite, le sondage, mais il n'y aura pas de sondage aujourd'hui. Je vais maintenant vous présenter les quelques chiffres de Cap Digital sur l'année 2019. Donc, Cap Digital est un collectif représenté de plus de 1000 structures adhérentes, composé de 850 PME et start-up, 90 grands groupes, 70 EFR et 10 fonds d'investissement. Nous avons 15 ans d'ancienneté, étant donné que ce sont les chiffres de 2019, nous avons aujourd'hui 15 ans d'ancienneté. Cap Digital a eu l'occasion de pouvoir organiser en 2019 plus de 120 événements et avons accueilli 12 000 visiteurs sur le festival Futur en Scène. Notre équipe est composée de 115 experts et 40 collaborateurs. Alors, sachez qu'en tant qu'adhérent de Cap Digital, l'ensemble de notre équipe est à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit des interrogations concernant par rapport à la situation actuelle ou alors pour monter un projet ou pour vous accompagner. Quelques chiffres encore, donc concernant la recherche et développement, donc le R&D, donc 3014 projets de R&D ont été reçus depuis 2006, dont 1624 projets labellisés et 856 projets financés. Concernant l'accélération, 1 milliard de levées par les entreprises du pôle en 2019, dont 72% via nos services d'accélération et de R&D. 40% des entreprises du Next 40 sont membres de Cap Digital et 30% des entreprises French Tech 120 sont membres de Cap Digital également. À propos de la transformation numérique, il y a eu plus de 100 mises en relation qualifiées entre start-up et grands comptes en 2019 via nos différents programmes. Et plus de 100 projets d'open innovation ont été menés par le pôle depuis 2015. Une dernière slide et après je laisse la parole à nos deux experts du jour. Donc, concernant les chiffres par rapport à l'Europe, 40 projets européens dans lesquels le pôle est impliqué depuis sa création, dont 12 sur la seule année 2019. Il faut savoir également que nous sommes le premier cluster européen à accéder au statut du core partner au sein d'un EIT, notamment le EIT Health, et 230 structures partenaires de Cap Digital sur la scène européenne. Je vois quelques questions concernant le PowerPoint qui est en cours de défilement. Il sera effectivement mis à votre disposition accompagné de notre replay. Voilà, je laisse la parole à Alain et Charlotte pour nous présenter comment mettre en place un réseau social d'entreprise. Juste petit rappel, le chat pour pouvoir interagir entre nous comme nous le faisons. L'onglet questions pour poser l'ensemble de vos questions et on y répondra à la fin du webinaire. Je laisse donc la parole à Alain et Charlotte. À vous deux. Merci Nadège, merci encore. Mais merci à Cap Digital aussi de mettre en place ces webinaires. Ce que je disais, c'est vraiment une très très bonne initiative dont on était vraiment ravis de participer à ça. Cap Digital, dont Genspot est très fier aussi de faire partie et depuis de très longues années. Et c'est vrai que je regardais les chiffres qui sont toujours impressionnants. On voit effectivement que le numérique et donc a grandi en termes d'écosystème et vraiment très très fort. Et effectivement, Cap Digital, c'est le lieu où justement les boîtes et autour l'écosystème se construit. Voilà. Et d'ailleurs, je félicite toute l'équipe aussi que je connais bien et certains sont ici.
Alors, on va passer une demi-heure ensemble, Charlotte et moi, pour justement un peu décrypter ces questions autour donc du réseau social d'entreprise, qui est le point de centralité donc de Genspot, mais aussi le mettre en perspective avec ce qui nous arrive et la transformation, alors justement numérique des sociétés, des organisations de manière un peu plus large, et en essayant d'être assez didactique sur cinq éléments qu'on va vous donner et qui sont des clés de lecture pour justement aborder ces sujets-là pour une organisation. Voilà, ça va être ça notre objectif. Donc, on se donnera à peu près 20-30 minutes pour justement présenter ces éléments-là. Et ensuite, du coup, on répondra à toutes vos questions sur le quart d'heure qui suivra. Hein. Voilà ce qu'on va faire. Et on va le faire en duo avec Charlotte, qui est avec moi, qui justement ponctuera justement les différents axes et vous donnera ces éléments principaux. Tout à fait. Alors, voilà, merci Charlotte. Alors du coup, effectivement, si on passe tout de suite sur l'enjeu, parce que je pense que c'est important de le rappeler, en fait, c'est une laque de fond qui vient depuis très longtemps, hein, cette question des nouveaux modes de travail, la question de ne pas être seulement justement en relation dans un bureau ou dans un open space, avec le numérique qui est devenu de plus en plus important. Alors évidemment, au sein de Cap Digital, on a l'impression que c'était le cas partout, mais il faut avoir conscience que la société s'adapte des fois plus lentement, et que là, on a été confronté de manière massive, alors que ce soit de manière voulue, choisie ou au contraire forcée, à passer, par exemple, en télétravail de manière massive au niveau de l'Europe hein, et même du monde occidental. Ça a créé tout un changement qui fait que là où l'entreprise et donc les locaux étaient par exemple le point de centralité, par exemple des décisions, des échanges entre collègues, tout d'un coup c'est le numérique qui redevient ce point de centralité. Et ça c'est un changement majeur. Et du coup les outils qui sont un peu comme les locaux sont les outils du monde du travail, les outils numériques comme les réseaux sociaux d'entreprise qui sont en fait tout simplement l'expression de ce qui se passe justement en relation de travail entre les différentes personnes est devenu central. Voilà, ça devient central et c'est un besoin de communication, de collaboration et plus généralement RH, productivité, enfin c'est même le cœur de l'entreprise. À telle enseigne que les boîtes qui n'étaient pas équipées d'outils comme ça se sont retrouvées à sec et se sont retrouvées en panique. Voilà. Donc, cette crise a eu le mérite aussi de montrer ce changement et qui, je pense, ne faisait que s'amplifier, mais là a eu un effet de phase avec cette crise. Donc voilà, donc là l'objectif c'est de vous donner aussi des clés de lecture par rapport à ça. Quand vous vous posez la question, OK, où j'en suis, j'ai mis en place des choses, j'arrive à faire un peu de visio, OK, maintenant ça y est, c'est bon, mes équipes sont au moins peuvent parler entre elles. Oui, mais qu'en est-il vraiment de cette collaboration à long terme? Qu'en est-il vraiment du knowledge management? Qu'en est-il justement de la productivité à long terme et non pas de l'usure, de la fameuse Zoom fatigue qu'on connaît tous? Ça va être à travers ces éléments-là que le réseau social d'entreprise est le substrat qui va vous permettre de répondre à ces questions-là. Mais après, il faut par où le prendre, comment choisir, etc. Voilà, ça va être ça l'objet de la demi-heure qu'on va passer ensemble. Donc, je passe la parole à Charlotte qui va justement vous donner ces éléments-là et j'interviendrai et je viendrai ponctuer un peu les différents éléments. Charlotte, c'est à toi. Alors, encore une fois, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Comme Alain vous disait, aujourd'hui, on va vous parler de 5 étapes pour choisir son réseau social d'entreprise. En effet, en 2021, il existe plusieurs dizaines d'outils de réseaux sociaux d'entreprise dans le monde du B2B. Et quand on souhaite en acquérir un, le choix est difficile, on ne sait plus où donner de la tête. Pour vous aider à choisir l'outil qui vous correspond, on vous propose de découvrir 5 étapes indispensables avant de faire son choix. Alors c'est parti, commençons par la première qui est de bien comprendre ce qu'est un RSE. En effet, c'est une solution très avantageuse, mais avant de le choisir, il faut bien comprendre quelles sont ses fonctionnalités et si elles correspondent à nos besoins. Vous connaissez sûrement déjà les principales fonctionnalités d'un RSE, mais je vais me permettre de faire un petit rappel. Donc, la principale fonctionnalité d'un RSE, c'est le partage d'informations. Avec un RSE, on peut partager des informations importantes, des liens, des documents, des photos. La deuxième fonctionnalité, c'est la messagerie en temps réel. Donc, assez classiquement, on peut discuter avec une personne ou bien en groupe. La troisième fonctionnalité, c'est la gestion de groupe. Un RSE est un espace où on a des communautés qui se créent. Chaque collaborateur peut intégrer des groupes formés autour d'un sujet, d'un projet, d'une expertise ou d'un centre d'intérêt. La quatrième fonctionnalité, c'est celle du partage de fichiers. En effet, la plupart des RSE proposent une fonctionnalité pour
centraliser tous vos documents dans un seul endroit. La fonctionnalité suivante, c'est celle de la gestion de projet. Chaque outil propose des solutions pour gérer vos projets, que ce soit des tableaux, des groupes, l'assignation de tâches ou des plannings. Et finalement, la dernière fonctionnalité est très importante, c'est celle de la visioconférence, comme le disait Alain précédemment. Avec la crise, le télétravail s'est développé et les réunions sont souvent organisées en visio. Et donc, chaque RSE vous propose à sa manière un endroit pour lancer un appel. Ça vous permet de recréer des réunions importantes, mais également des moments informels qui nous manquent tant en ce moment. D'ailleurs, Alain, selon toi, quel est le moment informel le plus dur à retrouver ces derniers temps? C'est clair que, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que parce que justement on est toujours dans le RSE, et donc c'est quoi un RSE? C'est bien l'espace, c'est comme l'a bien expliqué Charlotte, on va retrouver toute l'information. Il faut aussi penser à ce qui n'est pas de la productivité. Et donc là, c'est toute la problématique des rituels qu'il faut mettre en place pour que cet informel, qui constitue aussi un socle RH pour que les gens soient bien dans ce réseau social d'entreprise, puisse se retrouver. Donc, y a-t-il un moment informel idéal? On ne sait pas. Ça dépend. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un moment idéal. Par contre, il faut rajouter aussi de l'informel dans ces échanges-là, à côté de la productivité. Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est ça. Et selon la taille de votre boîte, 10, 100, 1000, nous, on a jusqu'à des boîtes de 100 000 personnes. Vous imaginez bien que c'est pas la même chose. À 30 000 personnes, par exemple, vous pouvez organiser des rencontres impromptues entre collègues qui se connaissent pas. Si vous êtes 10, c'est totalement absurde, tout le monde se connaît. Donc, on voit bien que la question de l'informel dépend de la taille, mais clairement, c'est un élément sur lequel on voulait tout de suite insister pour ne pas juste assécher le fait que le RSE n'est pas qu'un endroit de productivité, même si ça reste son objectif principal, knowledge management et process. Alors, maintenant que vous connaissez les principales fonctionnalités d'un RSE, on peut passer à la deuxième étape, qui est de faire un état des lieux de vos besoins collaboratifs. L'objectif, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui dans mon organisation? Et il faut se rappeler le problème qui nous a poussé à faire des recherches sur un RSE. Ensuite, on peut définir les objectifs de notre futur outil de collaboration. Souhaitez-vous augmenter la productivité de vos équipes, faciliter la communication, la collaboration, simplifier les échanges? Comment cet outil va nous aider à relever les nouveaux défis que l'entreprise va rencontrer? Troisième point, c'est de définir son public. Les collaborateurs seront les principaux utilisateurs de l'outil. Il est donc important de les impliquer dans le projet et de leur demander leur opinion. Vous pouvez par exemple former un petit groupe de personnes motivées et leur demander de tester les outils et de donner leur opinion sur les fonctionnalités, sur le fonctionnement de la solution. De cette manière, vous allez pouvoir comprendre leurs besoins et les faire participer au processus de choix. Et finalement, le quatrième point, c'est le budget. En effet, investir dans un RSE, ça a un coût. Même si c'est un investissement qui vaut la peine, vous devez pouvoir le budgétiser précisément pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et en parlant de budget, je vais laisser Alain vous parler du budget à investir dans un RSE. Oui, parce que justement, on a voulu aussi, du coup, c'est vrai qu'en France, souvent, on parle pas souvent d'argent, alors qu'en fait, quand on parle des outils, bah voilà, c'est des choses comme les autres, et aussi vous donner des fourchettes. Aujourd'hui, il faut voir que quand on investit pour un bureau, par exemple, on considère que ça coûte à peu près 500 € par mois, hein, en moyenne. Donc, vous voyez, c'est ça le budget. Là, on est en train de parler de qu'est-ce que c'est le coût du bureau virtuel. Aujourd'hui, quand vous prenez les RSE, vous avez des prix d'entrée de gamme à 3, 5 €, ça monte à 8, ça monte jusqu'à 15 €. Donc, vous voyez, ça vous donne à peu près un ordre de grandeur du prix par utilisateur par mois. C'est quasiment 100 fois moins. Voilà, c'est quand même impressionnant par rapport effectivement au coût du bureau. Donc, il faut réfléchir avec deux contraintes, c'est-à-dire finalement, c'est pas si cher que ça, mais d'un autre côté, il faut quand même le budgéter, parce que quand on multiplie par nombre d'utilisateurs, ça finit par être un coût quand même non négligeable. Mais généralement, on se retrouve effectivement pas avec des problèmes de coût du système, mais plutôt du coût de ce qu'il implique comme changement aussi dans votre organisation. Hein. Donc, c'est souvent ça qui vont être les freins principaux. C'est pas le coût pur de dépenses, mais la question, par exemple, de l'accompagnement, la question du changement, la question de la connexion avec les autres outils. Finalement, ça va être plutôt, comme souvent dans les systèmes d'information, leur adhérence et leur propagation qui peut être plus coûteuse que la location en tant que telle.
Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités d'un RSE et vous avez déterminé les grandes lignes de votre projet, vous pouvez faire l'inventaire de toutes les solutions qui existent et qui vous intéressent. On vous conseille donc de créer un tableau regroupant l'ensemble des solutions et dans des colonnes d'ajouter leurs atouts et leurs faiblesses pour avoir une vue d'ensemble sur le marché. Vous pouvez ensuite les tester. La plupart des plateformes comme Genspot proposent la possibilité de se tester gratuitement pendant un temps donné leur solution. C'est l'occasion d'explorer l'outil, d'ajouter des fonctionnalités, de jouer avec, d'ajouter des collaborateurs, de créer des publications. Et c'est le meilleur moyen de faire votre propre opinion sur les solutions. Ensuite, vous pouvez également consulter des comparateurs en ligne, consulter des fiches projets, des vidéos Rex, des avis clients pour avoir une vision extérieure de l'outil. Après tout ce travail, oui, vous pouvez maintenant les contacter et demander un rendez-vous. Ça vous permettra de découvrir toutes les fonctionnalités à travers d'une démonstration personnalisée. Et à l'issue des rendez-vous, vous pouvez les évaluer, les noter et regrouper tout cela dans le tableau que vous avez créé précédemment. Et maintenant, c'est à toi, Alain. Comment ça fonctionne? Voilà, comment faire les tests fonctionnent? Parce que nous, bon, je pense que vous avez compris, nous, on a beaucoup de clients ou de prospects qui ont fait des tests. Moi, j'ai un conseil à vous donner. D'ailleurs, moi, je l'applique aussi quand je cherche des outils SaaS en ligne pour voir comment ils fonctionnent. Pour voir qu'un texte qui fonctionne, c'est de faire des vrais scénarios. Si vous demandez juste aux gens, 2-3 personnes dans votre organisation, d'aller juste faire un tour, ils vont se faire une idée uniquement sur l'effet bonbon, quoi. Vous voyez, oh, bah, c'est sympa, bah, c'est un peu plus clair, j'aime bien les pop-up, etc. Et hop, finalement, vous choisissez en mode carrosserie, quoi. Après, si le moteur est pas assez costaud, bah, tant pis, on l'a pas essayé. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment faire des tests dans lesquels vous mettez des scénarios. Pas très compliqués. Mais qui correspondent à votre métier. Et vous allez voir que tout d'un coup, les outils vont prendre une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui sont très rigides, d'autres sont très flexibles. Donc, si par exemple, vous, dans votre logique, bah, vous vous rendez compte que vous auriez bien fait ça et que l'outil peut pas le changer, bah, voilà le premier blocage. Si au contraire, l'outil est assez versatile pour le changer, bah, ça va s'adapter en fait à vos attentes. Donc, ne faites pas ce que j'appelle les tests Toto-Tata, voire pipi-caca, où les gens mettent Toto, ok, bon, ça marche, voilà, c'est bon. Il faut juste aller le cran plus loin parce qu'on n'est plus du tout là, en 2021, sur la question est-ce que les systèmes marchent ou ne marchent pas, mais on est plutôt sur la question est-ce qu'ils s'adaptent à votre process ou pas. Vous voyez, ce qui est très différent. Parce que sinon, dans ces cas-là, je veux dire, le fameux bon vieux mail suffit bien, ça marche très bien, il est où le problème? Donc la question, elle est effectivement de faire des tests de cette profondeur-là, si vous voulez justement vraiment comparer. Et vous allez voir que si vous mettez 3 personnes qui font 2 scénarios, les différents outils vont tout de suite apparaître dans leur diversité. Et là, vous pourrez choisir en conscience celui qui vous va le mieux. Passons maintenant à la 4e étape. Vous avez pu découvrir les plateformes et même en tester certaines. Et à ce moment-là, il y a sûrement des petites préférences qui apparaissent. Mais avant de choisir et d'effectuer son choix, il faut prendre en compte les contraintes techniques et juridiques. En ce qui concerne la sécurité, il est important, avant d'investir, de vérifier comment la sécurité et la confidentialité des informations sont gérées par les solutions. Il faudra également prendre en compte les contraintes techniques. Les solutions collaboratives que vous choisissez doivent être compatibles avec tous les appareils qu'on utilise dans l'entreprise. Les collaborateurs qui travaillent sur le terrain doivent pouvoir accéder à l'information même sur leur téléphone. Et l'outil doit également être compatible avec tous les navigateurs de recherche utilisés par les différents employés. On ne veut pas, par exemple, se retrouver avec une plateforme qui est uniquement accessible depuis Internet Explorer. Avant de passer à l'étape suivante, je vais laisser Alain faire un petit focus sur le stockage des données sur ARGPD. Oui. Et puis les questions effectivement de RGPD. Bon, il y a aussi un point très très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme beaucoup dans le monde numérique aujourd'hui, il y a des contraintes juridiques. Vous avez d'un côté des offreurs qui vont vous offrir effectivement des systèmes de type réseau social entreprise, mais à hébergement de type en particulier américain. Et ça, ils sont bien présents et je pense qu'il n'y a pas besoin de les citer pour se le rappeler. Et puis des offres plutôt de type européenne. Donc il y a bien des questions de type justement contraintes juridiques. Nous, on a de plus en plus de clients qui de toute façon viennent effectivement sur des plateformes européennes pour des raisons juridiques.
Je pense que les différentes avis qu'il y a eu, y compris européens, sur ces points-là, montent croissant. On voit même que nos données de santé, par exemple, sont maintenant limite pas acceptées dans les systèmes américains parce qu'ils sont pas conformes au RGPD, il faut le dire clairement. Et par exemple, typiquement nous Genspot, on n'est pas les seuls, mais nous on le fait aussi. On est HDS, donc on est agréé hébergement des données de santé, ce qui permet par exemple à pas mal nous d'établissements de santé ou de venir sur nos infras. Et puis on a effectivement également du Secnum Cloud, donc la capacité de vous assurer et de la sécurité et de la privacy, même garantie par l'ANSSI dans les meilleurs états de l'art qui soient aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, on le voit bien aujourd'hui avec les problèmes de sécurité de données, c'est de plus en plus important et que bon, il y a bien à un moment donné une différence entre héberger dans du Secnum Cloud RGPD et avoir un système américain gratuit où c'est vous qui êtes le produit. On voit bien que là, aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur le fait des risques pour les entreprises d'être de ce côté-là. Donc, voilà, faites attention à ça parce que ce qui peut, c'est un peu comme le bonbon de tout à l'heure, ce qui peut avoir l'air très sympa au début, très facile, parce que si c'est gratuit, on y va, on fonce, etc. Vous pouvez vous retrouver un jour pris effectivement en difficulté sur les questions juridiques. Donc c'est important. Et nous, en tout cas, à Genspot, on est on fait très attention à ça, y compris justement en travaillant uniquement avec des hébergeurs locaux. Et ça nous semble très important aujourd'hui. Et du coup, on arrive à la dernière étape qui consiste à faire son choix. Donc, à partir de ce moment-là, on a une vision claire sur le marché, sur ce qu'on veut, sur nos besoins. Et on peut évaluer les solutions en fonction de nos besoins et des contraintes. Et dans le tableau, attribuer un score à chacune des solutions. Et à ce moment-là, on peut éventuellement recontacter nos 3 préférés et leur demander un dernier rendez-vous pour leur poser toutes les questions qui nous passent par la tête. Ça peut concerner le déploiement, l'accompagnement, le prix. Il faut poser toutes les questions avant de s'engager. Et une fois que c'est fait, on peut signer et adopter notre RSE et commencer à travailler avec. Voilà. Et Alain, vous l'avez promis au début, je pense, mais il y a une étape bonus et je vais le laisser vous la présenter. Oui, j'avais parlé un petit peu de points. Ce qu'il faut voir aussi, et je vois qu'il y a une question qui était un peu dans ce sens-là, je suis allé voir un peu sur les questions et les chats, c'est que on parle d'outils, choisir un outil c'est une chose, mais effectivement c'est aussi ensuite la question de l'accompagnement et comment vous le faites. Nous, voilà, on a déployé plus de 300-400, même plus, réseaux sociaux d'entreprise dans des boîtes de tailles différentes. Autant il y a une dizaine d'années, il y avait plein d'interrogations là-dessus. Aujourd'hui, c'est très clair. Tout le monde dit, bon, si vous voulez déployer une solution, il faut le faire avec, au départ, ce qu'on appelle en cercle concentrique, vous déployez progressivement et vous accélérez. En fait, ce qu'on dit, il faut ramper, marcher, courir. Voilà. Souvent, on le rappelle, il y a des vendeurs qui ont intérêt à ce que vous couriez tout de suite parce que vous allez déployer sur toute votre population immédiatement, etc. Et je pense qu'il faut séparer 2 choses. Acheter pour tous vos utilisateurs, c'est une chose, et que ça va vous aider dans la négociation, parce que plus vous achetez d'utilisateurs, plus vous aurez un coût intéressant, quels que soient les vendeurs d'ailleurs qui sont là. Mais il ne faut pas confondre ça et le fait de démarrer justement et accélérer par circoncentrique. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que en général, il y a un apprentissage qui est fait lors de ce déploiement. Vous allez voir que nous, par exemple, dans la méthodologie de Genspot, par exemple, on travaille à définir quels sont vos objectifs et on trouve vos usages principaux, les questions qu'a posées Charlotte. Quels sont finalement vos usages principaux? Et au-delà de ce que vous imaginiez au départ, on va réinterroger votre stratégie d'entreprise pour le faire. C'est très light, ça peut se faire en peu d'ateliers, mais c'est très structurant parce qu'en fait, du coup, ça donne un sens à ces fameux bureaux. Imaginez des bureaux où vous arriviez, vous disiez à chacun, mets-toi où tu veux, puis on verra plus tard. On est d'accord, c'est le bazar. Et on n'imagine pas le faire, même d'ailleurs, tellement ce serait absurde. C'est ce qu'on voit beaucoup. Un espace aussi il faut y avoir de la gouvernance, il faut juste réfléchir et se dire, tiens, ça c'est l'entrée, ça c'est l'accueil, ça c'est le groupe pour telle personne. Et donc, on va mettre des petits panneaux au-dessus des portes pour dire, tiens, ça c'est la salle de réunion et ça c'est la salle de formation. Voilà, des choses aussi simples que ça, c'est de la gouvernance dans les systèmes. Donc, et c'est en le faisant que vous allez voir que, non, la salle est trop petite, tiens, on n'a pas pensé à ci, etc. Si vous déployez tout de suite,
bah, tout le monde va voir les problèmes. Et vous savez comment sont les gens, ils vont voir que les problèmes et pas que les bénéfices. Hein, l'humain est ainsi fait. Alors que si vous commencez à le faire par un groupe plutôt bienveillant, mais critique et qui agrandit, en fait, quand vous déployez, ok, vous pouvez peut-être passer à côté d'un ou deux trucs, mais l'essentiel est là et vous avez des choses réussies. Nous, je sais que par exemple, c'est bien pour ça que, enfin, ça, c'est un truc qu'on a appris au fur et à mesure du temps. Hein. On n'a pas, c'est pas Day One hein, dans Genspot 2005 qu'on savait faire ça, mais aujourd'hui, on le maîtrise et c'est très important d'avoir ça en tête. Que vous le fassiez avec nous ou avec d'autres, pensez à ces déploiements progressifs, pensez au fait d'apprendre sur votre déploiement parce que vous n'avez pas l'effet d'échelle. Évidemment, quand entre guillemets, vous réussissez un truc à 5 ou à 50 ou à 5000 ou quand vous le foirez. Hein, voilà, donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-dessus. Donc ça, c'est le premier point, déploiement progressif, mais encore une fois, ça ne veut pas dire lent. Progressif, ça ne veut pas dire lent. Hein. On peut très bien faire une semaine. En moins de 15 jours, le truc, il est déployé. Ça peut être très rapide. La problématique, c'est progressif. Hein, voilà, c'est les verbes progressifs. Hein, ce que j'ai, moi, maintenant, à mon âge, c'est très rapide. Je passe de l'un à l'autre immédiatement. Vous voyez, c'est pas bien confondre. Souvent, les gens pensent que c'est lent parce que c'est progressif. Non, non. Le Big Bang, ça peut justement être très rapide, mais ça n'a pas, vous n'allez pas apprendre. Donc ça, c'est premier point sur la méthodo, et aussi pour rappeler qu'effectivement, tous les systèmes d'information, on a besoin de les maîtriser pour qu'ils soient réussis. Du coup aussi, deuxième bonus pour vous aider, c'est que en fait, nous, on propose justement une checklist en 16 étapes. Ce qu'on vous a dit, on a une checklist très précise du coup, qui va vous redonner en fait les éléments sur lesquels il faut vous en réinterroger. Depuis le départ, parce que par exemple, Charlotte parlait au début, vous en êtes tous vos besoins, par exemple, la question de la maturité de votre organisation, parce que selon vous êtes très équipé, pas équipé, les méthodes de travail au sein de votre organisation, etc. Vous allez voir cette checklist avec 16 points qui est accessible. On mettra le lien dans le chat, quelqu'un de l'équipe le mettra, puis on l'aura sans doute après, de toute façon, pour tous les gens qui seront là. Vous verrez, ça va vous aider aussi, ça structure. Vous allez avoir une checklist et voilà, après, là aussi, ça veut dire au moins que vous avez conscientisé les bonnes questions qu'il faut se poser. Voilà, c'est vraiment ça le point important. Donc voilà, c'est le deuxième bonus, c'est de vous aider à structurer ça. Parce que un projet aussi bien pensé, c'est souvent un projet qui réussit bien, tout simplement. Les outils en face, de toute façon, aujourd'hui sont très matures et ils tournent, etc. Et en face, il faut justement mettre le bon besoin. C'est pour ça que d'ailleurs, on a pris une orientation très méthodo, même si Genspot, vous avez bien compris, nous, on est très outils, mais parce que nous, on sait que c'est des hommes et des machines, hein, c'est bien ça. Hein, c'est pas juste des outils qui sont magiques, c'est aussi un groupe de personnes qui se met en route pour justement faire tourner tout ça. Donc voilà le deuxième bonus, la checklist en 16 étapes à découvrir sur nos éléments. D'ailleurs, vous verrez que si vous regardez Genspot de manière plus générale, que ce soit en tant que produit ou autre, on est très très prolixe en contenu. On partage énormément de choses, on fait beaucoup de webinaires, mais on fait aussi beaucoup de FAQ, on fait beaucoup aussi de tutos, nos méthodos, enfin tout ça sont très accessibles. Donc vous pouvez déjà découvrir avec des tonnes de vidéos tout ce que fait Genspot avant même d'avoir démarré pour justement voir un peu ce qu'il en est et vous faire une idée encore plus précise. Alors, si juste pour finir, avant qu'on passe aux questions, rappelez quand même qui on est, comme l'a fait Nadège pour Cap Digital ce matin. Donc aujourd'hui, nous, on a plus de 350 clients, des grands comptes, des PME, des associations et aussi du service public. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. En fait, plus de 400 000 utilisateurs maintenant. C'était 350 000, mais on est à plus de 400 000 maintenant. Vous voyez, effectivement, ça va assez vite. On a une grosse croissance de nos utilisateurs et de notre base installée aujourd'hui. Une particularité, justement, c'est qu'on a plus d'une centaine d'applications dans notre App Store pour justement choisir vos besoins. Ça, c'est la grande force de Genspot. Vous avez justement plein d'applications très facilement déployables, comme un smartphone, pour pouvoir justement coller. Et avec, on a été reconnu premier dans la relation client. Parce que c'est aussi quelque chose que vraiment qu'on a dans nos gènes, d'être très proche de nos clients pour les aider à justement réussir leur projet. On a un taux d'ailleurs de churn, enfin d'attrition. Les gens restent avec nous très longtemps parce que on est souvent justement à les aider et Genspot a énormément évolué tout au long du temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est très attentif à ça. Notre métier, c'est éditeur logiciel, mais c'est surtout réussir vos projets avec vous. C'est aussi ça maintenant les outils SaaS modernes.
Voilà, ben merci du coup c'était la présentation. On est prêt à vos questions là, il est 15 heures, c'est parfait, on est dans le timing du coup. Nadège, je pense, va venir. Voilà, nous. Je vais prendre le relais pour pouvoir poser les différentes questions. Donc, première question de Thierry. Jamespot, Jalios, LumsHub et les autres d'un côté, Microsoft, Google Suite de l'autre. Va-t-on vers un mouvement de consolidation via rachat-fusion? Oh là! C'est une question tout de suite. On se croirait dans un webinaire de M&A. On pourrait être dans finance et innovation, l'autre cluster de nos amis plutôt autour de banque et finance. Alors, plus sérieusement, alors déjà ceux qui sont cités, effectivement, Jamespot, donc Jalios, Lumas, c'est effectivement nos compétiteurs européens, français, versus effectivement de l'autre côté les grands américains, les Microsoft, Google. Voilà. Alors, très clairement, oui, aujourd'hui, il y a une compétition entre tous ces gens-là. Va-t-on vers un mouvement de consolidation? C'est le sens de l'histoire, de toute façon, des écosystèmes. Genspot, par exemple, je ne vais pas parler de nos amis Jalios et Lumap, mais en tout cas, en ce qui concerne Genspot, nous, on a repris déjà 4 éditeurs de réseaux sociaux d'entreprise. Sonnetin, Human Connect, on a repris OpenAgora et on a repris Ulink. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà une expérience de ça et on a déjà consolidé le marché avec des acteurs qui étaient des compétiteurs il y a quelques années, qui sont aujourd'hui, enfin les clients de ces compétiteurs nous ont rejoints dans une logique de fusion. Donc oui, le numérique est un système de croissance, c'est normal, et ça fait partie aussi de l'histoire. Nous, en tout cas, on a un point très très clair, c'est qu'on ne laisse... oui, on a repris aussi CMAI, c'est pour ça que je me disais, j'en oublie un, CMAI, qu'on a repris juste là en octobre dernier. On a toujours vraiment la vocation de ne pas laisser un seul client sur le bord de la route, justement, comme on dit, et ça fait partie aussi justement de la force de l'écosystème français, dans lequel il n'y a pas un seul des clients qui avaient choisi un de ces opérateurs. Nous, on les a tous migrés sur Genspot pour justement qu'ils aient une solution et qui soit pérenne et qui grandisse. Donc souvent, on dit « Ah là là, mais vous êtes petit, c'est plus risqué qu'avec Microsoft. Microsoft arrêtera des produits si ça lui rapporte pas d'argent. » Nous, on a pris tous les clients, y compris de boîtes qui avaient justement, qui nous ont rejoints, et justement, ils ont grandi avec nous. Donc, par rapport à ça, la consolidation, elle est en cours. Et deux, souvent, on est plus safe en fait avec un acteur européen qu'avec un grand américain qui peut décider du jour au lendemain de vous abandonner parce que vous représentez pas grand-chose pour lui. Voilà, pour des choses. Merci beaucoup, Alain. Une autre question de Guillaume. Notre activité est particulière. Je cherche un RSE qui puisse fédérer les personnels du bureau à ceux du terrain. Pour certains, ils ne se croisent quasiment jamais et la pandémie complique les choses. Le RSE peut-il répondre à cet enjeu? Tout à fait. Alors, je dirais que le RSE va répondre partiellement à cet enjeu. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le RSE va permettre en tout cas de créer un endroit où il va y avoir justement tout d'un coup tout le monde, et y compris les gens, ce qu'on appelle justement les deskless ou les frontline workers. Donc, c'est comme ça. Donc, les gens qui sont sur le terrain. Pourquoi? Parce que par exemple, voilà, il y a une application mobile, par exemple Genspot, on est disponible sur l'application mobile et que c'est ça qui va faire le lien entre les gens qui sont que sur le terrain et les autres. Ensuite, c'est pas des systèmes magiques. C'est-à-dire que la question de fédérer les personnes, d'accord, c'est pas encore une fois juste l'outil qui va vous l'amener, il va vous amener un substrat. C'est-à-dire que là où avant les gens étaient séparés par des outils qui ne sont pas fédérateurs comme le mail ou le téléphone, là vous avez un endroit de fédération. Il faut juste ensuite, par contre, l'animer, cet endroit de fédération. Donc, c'est là où je parlais tout à l'heure, créer les rituels qui vous correspondent en fonction de votre métier, si vous êtes plutôt justement régionalisé ou pas, si vous êtes très dans des équipes en silo, si votre problématique, c'est au contraire de faire rencontrer les gens. Là, après, c'est comment vous allez organiser avec nos applications ces différentes choses. Par exemple, on a un truc qui s'appelle Caméra Café, qui permet que les gens se voient. Il y a un truc qui s'appelle Flash Info, qui permet d'envoyer des infos à plein de gens. Vous avez ensuite les problématiques. Nous, on organise avec notre visio, on fait des rituels, on fait des hello et des goodbye, par exemple. Tous ces éléments-là, ou avec nos quiz, on fait des jeux, par exemple. Et là, il y a un côté plus ludique qu'on fait de temps en temps. Vous voyez, ça, c'est 4 ou 5 idées. Après, il faut voir dans votre contexte, hein, Guillaume, de votre entreprise, quelle taille. Et là, par exemple, quand nous, on lance un projet de Genspot, on va vous dire, bah, écoutez, voilà tout ce qu'on a vu chez les clients, voilà ce que vous pourriez faire, voilà vos contraintes, voilà ce que vous pourriez faire. Et vous allez voir, vous allez trouver justement ces éléments-là. Donc, le substrat, c'est le bon, mais après, il faut effectivement trouver
comment effectivement cela qu'apparaît, tout simplement. Merci Alain. Une autre question de Thierry. De vos expériences clients, ce type de projet est plutôt initié, rattaché à la DSI, à la DRH ou à la com? Très bonne question. Alors du coup, historiquement, et là on pourrait parler, nous en tout cas en ce qui concerne Genspot, on est très rattaché plutôt à la com interne ou à la direction générale, et parfois la DSI qui justement a ça comme mission. Historiquement, il y a d'autres vendeurs qui sont, eux, plutôt rattachés à la DSI. Nous, par exemple, dans Genspot, on a une solution, ce qu'on appelle no-code, c'est-à-dire que vous allez paramétrer tout votre truc sans faire une seule ligne de code. Après, ça n'empêche pas qu'on a toutes les API, etc., pour faire du développement, mais ce n'est pas notre point d'entrée. Il y a des solutions qui sont au contraire très à façon. On a cité Jalios, par exemple, mon compétiteur, je ne sais pas ce qu'on va dire, historique, avec qui on est depuis longtemps. Lui, il vend au DSI à travers des intégrateurs qui développent des systèmes dédiés. Donc, là aussi, ça dépend de qui a ce projet et qu'est-ce que vous voulez en faire. En tout cas, nous, c'est souvent plutôt la com et la DG. Enjeu métier, enjeu structurel. La DRH, paradoxalement, est en train de monter, était très éloignée de ça, alors qu'on pourrait penser que ça faisait partie de son territoire. Et la DRH est en train de se réapproprier ces sujets à travers ce qu'on appelle l'expérience employée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vient de dire Guillaume, par exemple, est très rattaché à la problématique justement de type expérience employée. Comment est-ce que je fédère les équipes? Et ça, de plus en plus, les DRH sont sensibles à ça et voient dans le RSE et les outils collaboratifs un moyen de le faire au-delà de ce qu'ils faisaient avant avec les portails et les SIRH. Donc, je dirais qu'il y a une évolution là avec l'arrivée des RH. Voilà, pour répondre précisément. Merci beaucoup, Alain. Une nouvelle question de Monsieur Charles Huot. Cher Alain, votre entreprise a toujours soutenu le monde associatif par la mise à disposition de votre produit à des prix imbattables. Cela a-t-il contribué à votre succès et votre notoriété actuelle? Amicalement, Charles. Président, merci pour cette question. Mais oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question de Charles. Je dirais que pour ceux qui nous connaissent et me connaissent, au début, on l'a fait de toute façon parce que c'était plutôt une question, ce que j'appelle moi de karma, c'est que moi, je considère que les entreprises, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur les entreprises à mission, etc., pour moi, doivent être dans une forme de responsabilité sociale, y compris vis-à-vis des acteurs. Donc moi, depuis le premier jour, j'ai différencié effectivement les offres qu'on pouvait faire pour les associations des offres qu'on pouvait faire, par exemple, pour les grands comptes, parce que c'est 2 poids 2 mesures en termes de capacité budgétaire, et alors que les besoins des associations sont immenses. Donc, pour tout dire, au départ, c'est plutôt ça qui nous motive de le faire, enfin moi en ce qui me concerne. Et après, il se trouve qu'effectivement, ce sont des lieux comme tu dis, de notoriété et de succès. Alors, succès parce que aussi l'association, moi, ce que j'ai vu tout de suite quand on a lancé les réseaux sociaux d'entreprise, moi j'ai toujours dit une association, c'est un réseau social vivant, c'est ça qui le définit. C'est justement des personnes qui se regroupent pour un intérêt commun. C'est même des fois plus fort que l'entreprise, sur lequel on y va avec un intérêt financier. Dans les associations, il y a aussi on donne de soi. Voilà. Donc ça fait plutôt la partie succès. Et oui, sans doute après la notoriété, ça a aussi rejailli parce que on a pas mal d'associations assez importantes. Je pense par exemple la FCDP, par exemple, c'est un bon exemple. Quand on les a connus, ils étaient, je mets des guillemets, pas tout petits, mais pas si nombreux que ça. Et quand le RGPD est arrivé, c'est devenu une association colossale parce que voilà, aujourd'hui, ils ont un nombre de membres, plusieurs dizaines de milliers, parce que la question des DPO est devenue essentielle. On a le Syntec numérique comme grande association, par exemple. Et puis après, on a d'autres. Donc oui, ça nous a aidé, je pense, dans tout ça. Mais en tout cas, nous, on a toujours eu à cœur de traiter les associations et avec les associations. Tu sais aussi que je suis aussi président d'association. Donc, j'étais à un moment d'ailleurs plus impliqué dans la Cap Digital plus qu'aujourd'hui. Voilà, c'est aussi, je pense, quelque chose d'important. Ces réseaux qui se connectent et les associations sont le cœur de ces réseaux. Merci beaucoup, Alain. Alors, il n'y a plus de questions. Je vous encourage néanmoins à les poser le temps de ma dernière petite présentation. Alain et Charlotte y répondront bien évidemment. Très rapidement, je souhaitais vous présenter nos prochains événements. Donc, le prochain
événement, pardon, et pas des moindres, c'est le New Shopping Experience 2020. Donc, on vous invite à venir fêter avec nous la 10e année du New Shopping Experience, qui est donc un appel à projet spécialisé retail, et donc de découvrir les 10 pépites innovantes dédiées au retail et les tendances du shopping expérientiel de demain. Ce que je vais faire, c'est vous mettre le lien pour vous inscrire dans le chat, tout comme je le ferai pour les prochains événements. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est 100% virtuel, donc pas de risque de Covid. Et ça se passe de 9h30 à 14h. Donc, libre à vous de venir en matinée, au midi, pour pouvoir rencontrer l'ensemble de nos 10 lauréats. Par la suite, donc le mardi 23 mars 2021, c'est également une restitution de livre blanc, la restitution de livre blanc de Wishibam, comment tirer profit des marketplaces. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'en tant qu'adhérent de Cap Digital, si vous avez rédigé un livre blanc dernièrement, n'hésitez pas à me contacter en retour de ce webinaire pour qu'on puisse définir ensemble éventuellement une possibilité de mettre en visibilité auprès de l'ensemble de notre écosystème votre livre blanc, comme le fait actuellement Alain avec son livre blanc sur le RSE. Pour en revenir à nos moutons, donc le mardi 23 mars, le livre blanc « Comment tirer profit des marketplaces », suivi le 25 mars également d'un livre blanc misé sur la fidélisation client pour raviver la croissance, donc un livre blanc de Vidata. Tout comme pour le premier événement, je vous mets également les liens et les dates dans le chat. Le 31 mars, donc, c'est une restitution d'études qui sera faite par Monsieur Makadjad, qui a déjà fait une restitution du NRF cette année. Donc, les Français et le commerce sur le mobile. Donc, c'est les résultats de l'étude d'Opinionway et d'Ilo Retail pour Proximis, de 11h à midi. Généralement, c'est un peu plus tôt, mais là, c'est de 11h à midi. Et s'en suivra le jeudi 1er avril, les mobilités du e-commerce. C'est la présentation des travaux de la HR logistique de la ville logistique. Alors, toujours les liens juste après. Et j'ai un dernier événement à vous présenter. Ça va être très rapide. Eh bien, je ne l'ai pas noté, mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous en parler. Le mardi 13 avril, donc c'est un webinaire sur l'économie circulaire. Donc, les stratégies gagnant-gagnant pour de nouveaux modèles d'économie durable de l'économie circulaire. Donc, le mardi 13 avril, il va y avoir beaucoup de témoignages de différentes sociétés. Donc, je vous invite à aller découvrir le programme via le lien qui vous a été envoyé. Quelques mots encore très rapides concernant notre cellule de crise. Donc, en ces temps compliqués et encore plus aujourd'hui, ne sachant pas si le confinement nous pend au nez, mais le Cap Digital a mis en place un formulaire, le Jot Form, que vous allez pouvoir trouver justement dans le document qui vous sera joint à la fin du webinaire, que vous pouvez compléter pour faire part de vos différents questionnements ou alors nous contacter directement par mail et on s'engage à vous répondre dans les 24 heures. Pour ma part, j'en ai terminé. Je pense avoir fait le tour. Les questions, n'hésitez pas à revenir vers Alain et Charlotte. Je vous ai mis le lien de Jamespot dans le chat. Alain, un grand merci. Charlotte, un grand merci. Merci. Merci pour votre expertise. Merci encore. Et voilà, et vive le digital. Vive le digital. Et vive le numérique. Donc, je vous dis à tous à très bientôt. Merci pour tout. Et puis, prenez soin de vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.